Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Scibiopod, un podcast de science-fiction et de fantastique qui traite ces genres-là sous toutes leurs formes. Donc que ce soit bouquin, film, euh, que ce soit série télé, que ce soit également jeux vidéo ou des essais sur les genres en question. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu vidéo, en fait, histoire de changer, parce que j'ai beaucoup de podcasts qui sont préparés sur un certain nombre de livres. Mais je tenais aujourd'hui, en effet, à discuter d'un jeu vidéo qui m'a en fait surpris et beaucoup plus marqué que je ne l'aurais, enfin, auquel j'aurais pas pensé une seule seconde que ce jeu me marquerait comme ça et que je le trouverais finalement à ce point intéressant. Alors ce jeu, c'est Dishonored. Dishonored est un jeu qui a été développé par Arkane Studio. Donc le jeu est sorti en 2012 ou 2011. Moi en tout cas, je l'ai découvert en 2012, fin 2012. Donc je pense qu'il est sorti en 2012 finalement. Enfin, maintenant, je suis peut-être à côté de la plaque, mais non, en tout cas, je crois que c'est 2012. Et ce jeu m'a finalement marqué pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur. Encore une fois, c'est d'ailleurs très souvent ce que je recherche dans quelles que soient les œuvres en question, que ce soit les bouquins, que ce soit une série télé, un film ou un jeu vidéo. C'est-à-dire il y a le fait qu'il y ait une profondeur et qu'il y ait différents niveaux d'approche de l'œuvre en question. Et c'est exactement le cas avec Dishonored. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Je crois que d'abord, la première chose que j'ai à dire, c'est que en fait, j'étais pas nécessairement intéressé au départ par ce jeu vidéo. Parce que je le trouvais extraordinairement sombre. Et je venais de lire un bouquin du mal à le prononcer ce prénom, mais on va dire, pour faire court, on va dire Banks, qui est un auteur de science-fiction et de littérature générale écossais. Et je suis un fan, et d'ailleurs j'ai une série de podcasts qui sont en préparation concernant ces bouquins de science-fiction. Et je venais de lire Surface Detail, donc qui fait partie de la série dénommée La Culture, par Banks. Et dans ce bouquin, donc je venais juste de le lire, hein, c'est-à-dire en 2011, dans ce bouquin, il y a un entrepreneur qui crée des simulations qui servent littéralement d'enfer pour les autorités. Et donc, si vous voulez, vous trouvez avec, en gros, vous avez une description d'univers qui est extraordinairement sombre, euh, où vous avez les choses les plus innommables que vous pouvez trouver dans des tableaux très célèbres, très connus, où vous avez une représentation de l'enfer et de ce qui est fait aux gens. Et vous retrouvez ça dans un univers virtuel, en fait, qui est créé spécifiquement, justement, pour créer un enfer pour des prisonniers, des choses comme ça. Enfin, des gens comme ça. Donc, je sortais de cette lecture et je me trouve en face je regarde les trailers de Dishonored, Dishonored, et je vais pas le dire avec quelque accent que ce soit, si ce n'est un accent français, de toute façon, parce que ça sert à rien, là, je pense, on est entre personnes qui s'expriment en français, donc je pense que je vais éviter de faire trop d'efforts sur les accents. Et tout ça pour dire que cet univers me paraissait extraordinairement sombre au départ. Et donc c'était un peu rebutant juste après cette lecture-là. Mais quand j'ai vu les vidéos de gameplay, donc de jouabilité, de qu'est-ce que l'on faisait dans l'univers, là j'ai trouvé ça un peu plus intéressant et j'ai trouvé ça un peu plus, comment dire, différent et neuf par rapport à ce que j'avais pu, par rapport à différents jeux que j'avais pu voir précédemment. D'autant plus, enfin, ce qui était très sombre, c'est presque il n'y a pas presque, il y a carrément des origines et des inspirations européennes. Mais vous savez, il y a des rats partout, il y a une forme virale extraordinaire. Enfin, il y a une maladie donc qui traîne dans, où les gens qui sont infectés ressemblent plus ou moins à des zombies. Enfin bon, vous avez certains éléments classiques que l'on retrouve, mais ce qui était intéressant, c'est le gameplay auquel vous aviez accès. Et un autre élément, c'est que vous avez je crois le directeur créatif Harvey Smith qui a travaillé donc au studio
d'Arkane Studio, justement, chez Arcane Studio à Lyon, donc qui s'est déplacé et qui a passé du temps là-bas directement pour travailler sur ce projet. Et j'avais adoré Deus Ex, le premier Deus Ex qui est sorti début 2000. Pareil aussi, environnement relativement sombre. Alors on est plus dans le science-fictionnel que dans le fantastique, parce que Dishonored est à cheval un peu entre les deux, entre la science-fiction et le fantastique, mais ça on y reviendra. Et j'avais trouvé ça, j'avais trouvé les éléments de gameplay qui étaient expliqués, le fait que lui-même travaille sur ce projet, très intéressant, et en tout cas, ça avait aiguisé ma curiosité. Donc je suis passé au travers finalement de cette appréhension qui était, c'était un univers sombre, encore un univers sombre dans le jeu vidéo, comme si on n'en avait pas assez, et je me suis dit, bon, on va l'essayer. Et je dois avouer que j'ai été extraordinairement surpris, agréablement surpris. D'abord, certes, l'univers est relativement sombre, mais en fait, c'est comme si finalement on se trouvait... Donc les inspirations, comme je le disais, au niveau architectural, je veux dire, m'ont bluffé, parce qu'on est clairement dans un espèce de syncrétisme architectural, je dirais, qui ressemble à Londres, qui ressemble aux toitures ardoisées, aux toitures, aluminium, et de zinc de Paris. On se retrouve, j'ai retrouvé des éléments que l'on retrouve à Bordeaux, c'est-à-dire la vieille pierre, en effet, la pierre relativement massive, et que l'on retrouve donc, c'est pareil, on retrouve des éléments, quelques petits éléments plus ou moins haussmanniens, donc de Paris, Londres, que l'on retrouve aussi en forme d'inspiration au niveau de l'architecture, au niveau du type de personnes que l'on va retrouver dans l'univers en question. Donc tout ça avait fortement aiguisé ma curiosité, et donc le gameplay, en fait m'avait vraiment attiré. Donc c'est cet aspect qui m'a séduit en fait, c'est cette inspiration profondément européenne en fait du projet, et le fait que le gameplay soit suffisamment séduisant et attrayant et diversifié surtout. Il y a une diversification des moyens par lesquels on peut approcher l'ensemble de l'univers qui était superbement intéressant. Moi, ce qui m'a frappé le plus, je dois avouer, c'est ce mélange, cette mixité entre l'architecture très européenne, fortement inspirée de l'histoire européenne. Et pourtant, ce sont des niveaux de jeu. On est dans quelque chose qui donne l'impression d'être une ville, et qui, d'une certaine manière, se trouve être une ville, mais en même temps, on est dans des niveaux de jeu. Comment dire, le passage sémantique de l'un à l'autre, extrêmement aisé. On ne se trouve pas dépaysé, on trouve très peu de limites. Il y en a parfois, bien sûr, il y a un mur que vous ne pouvez pas grimper, mais soit parce que vous n'avez pas les pouvoirs nécessaires encore, soit simplement parce qu'effectivement il y a une limite en termes de hauteur jusqu'où vous pouvez aller. L'autre aspect qui m'a profondément marqué, c'est les textures, l'ambiance colorimétrique, on va dire, de l'ensemble en tout cas pour le premier jeu vidéo. Les autres, le deuxième est très différent parce qu'il utilise un moteur différent, mais pour le premier, il y avait des choix artistiques et des choix de design graphiques qui ont été effectués, qui m'ont semblé très pertinents et surtout plutôt rares. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le choix d'un hyper réalisme. Ils ont choisi le fait d'élaborer un jeu qui en termes de couleurs et de texture est très délavé. On est dans les tons de marron, dans les tons de bleu foncé délavé, on est dans des tons de gris. Il y a très peu de couleurs criantes, et d'ailleurs quand on voit les couleurs, généralement ce sont des indicateurs très précis de où est-ce qu'on doit aller, de ce que l'on peut pouvoir faire, et ce type de comportement donc. Mais l'univers en question lui-même, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était très sombre au départ, et pourquoi personnellement j'avais pas trop envie de mettre les pieds dedans au départ, c'est parce que finalement ça ressemble à certaines réalités que l'on peut retrouver sur Paris, que l'on peut retrouver sur Londres, quand on est en pleine grisaille et qu'on regarde à travers la fenêtre, oh mon Dieu, il n'y a pas encore un pet de soleil, c'est dommage. Donc ça, je dois avouer que pour un jeu vidéo qui
fait, on va dire, qui traite de fantastique et de science-fiction, oser finalement le mettre en place dans un environnement qui est un peu suranné, un peu vieillot, puisque bon, c'est pareil, on est dans des inspirations européennes, mais c'est des inspirations européennes qui viennent du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc là où un certain type d'architecture, que ce soit Eiffel et que ce soit d'autres, finalement pu s'exprimer, je dirais, de manière grandiose d'ailleurs parfois. Donc ça, c'est très intéressant à remarquer. Et de voir que malgré ce côté un peu délavé qui avait été choisi pour les textures, l'univers en question est extraordinairement détaillé. Et c'est ça aussi qui m'a, je dirais, un petit peu choqué, c'est que il y a une forme de réalisme, c'est-à-dire l'ensemble est très homogène. Ça apparaît de manière tangible et ce de manière très pointue. Et les inspirations européennes, comme je dis, elles sont évidentes. Hein. C'est de Londres à Lyon pour Dunwall, en passant par Marseille pour admirer les hauteurs de Karnaca, donc dans le deuxième jeu. Comme je disais, les toitures, les reflets métalliques, enfin tout ce travail qui est effectué sur les reflets, sur la lumière, sur les ombres et les contrastes, pour enrouber ce travail architectural est remarquable. Hein. Je dois avouer que en tant que joueur, voir cette appétence pour les détails de ce type-là, alors que ce sont des niveaux de jeu, tout est fait pour vous rappeler que vous êtes bien dans des villes avec des extérieurs plus ou moins réalistes, en tout cas homogènes, c'est-à-dire dans le contexte du jeu lui-même, c'est tellement homogène qu'on finit par y croire. Et c'est ça que j'ai trouvé peut-être le plus fortement marqué, au-delà du gameplay. C'est tout le paradoxe. C'est que je suis rentré dans ce jeu par le marketing et par les trailers sur le gameplay, et que j'étais pas super intéressé au départ par l'architecture, mais en fait c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Le gameplay n'est devenu qu'un moyen pour moi d'explorer en fait un univers dans lequel je trouvais des références du réel de manière très tangible. Et c'est peut-être en tout cas pour moi, le succès de ce jeu. C'est-à-dire qu'il est arrivé à me faire apprécier quelque chose qu'au départ, j'étais pas nécessairement prêt à apprécier. Et d'une certaine manière, on peut en fait tout à fait comprendre pourquoi finalement cet univers européen qui date plus ou moins de la révolution industrielle, donc 18e, 19e siècle a été choisi, c'est parce que on se trouve dans un système politique qui est relativement spécifique, enfin qui est, je dirais, très tributaire de ses origines européennes, qui sont bien sûr, on est dans une espèce d'empire. Alors c'est un peu aussi je pense que c'est un des défauts, mais c'est pas très important, mais c'est un des défauts de ce jeu, c'est-à-dire que on nous explique qu'on est dans un empire, mais finalement, on se retrouve juste dans une ville, Dunwall, dans laquelle, en fait, il y a une intrigue qui s'effectue qui est mise en place vis-à-vis de cet empire. Et c'est ça le problème, c'est que, finalement, il faudrait qu'on croie les développeurs sur parole que c'est un empire, vous voyez, puisque, en fait, l'empire lui-même, finalement, on le voit jamais. Si je dois faire des comparaisons classiques, enfin, je comprends finalement tout à fait pourquoi, je veux dire, on ne voit pas l'empire, c'est une question de dimension du jeu. Si on ne le voit pas, c'est parce que ça demanderait trop à faire trop d'éléments dans le jeu en question et pas nécessairement des éléments qui permettraient une grande jouabilité, quoi. Donc ça demanderait trop de travail par rapport à ce qu'ils avaient déjà. Si vous voulez, c'est des questions, je pense aussi que c'est des questions de granularité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre en place une ville entière qui passe pour, en fait, qui est découpée, pas trop, mais un tant soit peu, en niveau de jeu, qui semblent relativement réalistes dans leur architecture, comme je le disais, mais dans leur organisation au niveau d'une cité, et y mettre l'ensemble des détails qu'ils ont pu y mettre, c'est-à-dire, ça va de la peinture dans un bureau à la bouteille sur une table basse, ou bien en fait un mug que vous retrouvez sur une table basse, couvert des fruits, des légumes, enfin, etc. Il y a tout l'ensemble finalement des éléments que vous êtes susceptible de trouver quand quelqu'un est en train de manger sur son bureau ou dans une cuisine un peu plus loin dans laquelle vous trouvez l'ensemble de ces éléments. Je parle de la cuisine, mais vous avez des caves,
dans laquelle vous allez trouver des tas d'éléments, des tas de petits détails. En fait, c'est pas des détails finalement, ce sont des éléments qui ajoutent au réalisme architectural qui a été précédemment défini. Et c'est ça finalement qui explique qu'on se retrouve essentiellement dans une ville dans le premier jeu. Hein. Je pense qu'il y a des questions de moyens financiers. Il fallait circonscrire un jeu vidéo comme tout autre projet créatif et comme tout autre produit artistique subit un certain nombre de contraintes et la créativité arrive à s'exprimer justement à travers ces contraintes-là. Donc quand on n'a pas de contraintes budgétaires, on ne devient pas créatif, on fait quoi, mais enfin on fait quelque chose, mais on ne devient pas nécessairement créatif sans aucune contrainte. Enfin, c'est un avis personnel. Il n'a pas à être partagé par tout le monde, bien sûr, mais ça me semble évident. Et c'est pour ça que finalement le système politique qui est dans Dishonored est un petit peu bancal, c'est qu'on parle d'un empire, qu'au-delà d'une royauté, et donc un empire, ça se traduit par le fait d'avoir le pouvoir sur un très vaste territoire. Or, ça ressemble d'une certaine manière plus à une cité-État, voire à une monarchie, plutôt qu'à un empire, en fait. La notion d'empire, elle est un peu délicate. Donc c'est peut-être là où je dirais que c'est un peu particulier. Je veux dire, on voit la ville dans son ensemble, c'est-à-dire on voit des quartiers riches, on voit des quartiers bien sûr pauvres, on voit beaucoup de soldats, on voit des gens infectés, on voit des groupes de rats parfois aussi, mais on ne ressent simplement pas le poids d'un empire, quoi. Et c'est peut-être là où il y avait une perspective différente à avoir, ou une manière de présenter les choses qui aurait fait que ça aurait ajouté encore plus de réalisme. C'est un petit défaut, hein, parce que finalement ça passe très bien quand on n'y pense pas trop quand on y joue. Faut aussi être relativement honnête par rapport à ça, quoi. Donc voilà, ça c'était un des éléments que je tenais auquel je tenais à discuter. L'autre chose aussi, c'est que les personnages finalement, parce que j'ai parlé de l'architecture, mais tous les personnages s'intègrent très très bien dans cet univers en question. Hein. Donc on est dans un univers qui n'est pas toujours propre, qui est un peu sale, avec des textures délavées, etc. Et les personnages en fait se retrouvent de manière, comme je le disais, parce que comme j'ai utilisé ce mot plusieurs fois, de manière très homogène dans le monde en question, avec des textures délavées. Donc les zombies, on n'en parle même pas. Je veux dire, ils sont bien sûr encore moins propres, on va dire, que la plupart des gens. Mais tous, on voit le designer, le concept designer, le concept artiste qui a fait les personnages. J'ai cru lire, je pense avoir lu quelque part que c'est quelqu'un qui, non pas que lui ait nécessairement travaillé dans la mode, mais ses parents en fait ont beaucoup travaillé dans la mode, et donc il a été fortement marqué par la manière d'habiller les personnages, la manière de comment ils se positionnent par rapport à l'univers dans lequel ils se trouvent, et on retrouve cet aspect référentiel très bien dans le jeu, quoi. Ça se repère très bien. Les personnages ne dépareillent pas du tout, en fait, des éléments architecturaux que l'on trouve. C'est pas évident à faire, hein. Je veux dire, on parle de jeux vidéo, donc on a certes à l'heure actuelle, enfin, dans le jeu vidéo, il y a certes plus de capacité à faire, puisqu'on a des moteurs qui maintenant, enfin, créent de la lumière de manière volumétrique, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails de ce type, mais je veux dire, vous avez un budget de polygones, vous avez un budget qui permet en fait de la création de détails, qui fait que forcément vous pouvez aller bien au-delà de ce que l'on pouvait faire il y a 20 ans, ce qui est génial, mais c'est en même temps, je dirais, ce qui peut devenir le problème. Et c'est là où je trouve que Dishonored est très très bien, c'est qu'ils se sont circonscrits ils ont essayé et ils ont réussi à faire et à développer un univers vivant, c'est-à-dire dans lesquels vous trouvez des personnages qui s'intègrent parfaitement à l'ensemble et qui font que malgré la diversité du type de personnage, pas de diversité en termes de couleurs, hein, notamment pour le premier, spécifiquement d'ailleurs pour le premier, mais dans leurs caractéristiques, dans leurs rôles sociaux, etc., vous trouvez quelque chose qui n'est pas dissemblable et qui correspond bien à l'univers dans lequel on se trouve. Alors,
bien sûr, comme je disais, les origines des costumes, les origines, on peut les retrouver du 18e au 19e siècle sans aucun souci. Donc les inspirations, en tout cas, pour les décors. Et en fait, c'est pas des décors, parce qu'on a vraiment l'impression que ce sont des lieux qui sont dans lesquels vous avez des personnages qui vivent. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est que vous êtes quand même dans un jeu vidéo. Donc, en fait, vous, en tant que joueur, vous n'êtes finalement que de passage. Et vous êtes là, vous voyez l'univers, vous appréciez, vous buvez, vous appréciez l'univers, mais finalement, vous n'êtes que de passage. Vous appréciez l'univers en question de différentes manières. Mais vous avez des personnages qui passent, qui discutent entre eux. Donc, parfois, en termes de gameplay d'ailleurs, vous êtes amené à écouter les discussions qui s'effectuent. Et vous vous rendez compte qu'il y a une vie, une certaine vie qui est amenée dans cet univers. Et je pense que c'est aussi la volonté, je dirais, des développeurs de donner cette impression-là, que cet univers a quelque chose de vivant. Donc on sent la passion pour faire ce genre de choses qui se retrouvent à l'intérieur de l'univers quand vous avez l'expérience de ces différents endroits et de ces différentes personnes. Donc je tenais aussi à signaler que dans le premier jeu, vous n'avez pas ou très très peu de personnages de couleur. Vous en avez qu'un, finalement, c'est Billy Lurk, que l'on trouve dans un DLC du premier Dishonored, mais vous n'avez sinon pas ou très peu de personnages de couleur. En tout cas dans le premier. Donc ça, je tenais à l'indiquer. Par contre, donc le jeu est sorti en 2011-2012. Le suivant, qui est sorti en 2016, donc dans Dishonored 2, vous avez des tas de personnages différents. Vous avez une diversité de couleurs des personnages. Donc, chose donc qui est réparée dans cet épisode-là. Bien sûr, la chose qui est toujours un peu délicate, mais je pense qu'ils ont voulu se donner, comment dire, la possibilité d'une réflexion, c'est-à-dire qu'il y a une codification sociale, finalement, au niveau de la couleur. C'est-à-dire que les gens qui sont d'extraction très pauvres, voire SDF, sont pour la plupart, ou pour certains, des gens de couleur, qui par contre correspond pas tout à fait à la réalité des choses. Hein. Je veux dire, je pense qu'on a tous vu des gens en bas de l'échelle sociale qui étaient de couleur locale. Donc, je veux pas rentrer dans un débat en indiquant que c'est indélicat de la part des développeurs, parce que je pense pas, en fait. Je pense que ils n'avaient pas mis de personnes de couleur dans le premier jeu. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de problématiques internes à l'industrie du jeu vidéo, notamment ce qu'on appelle le Gamersgate, qui font qu'ils se sont dit il est important que tout le monde, enfin un certain nombre de personnes en tout cas, puissent être représentées dans le jeu que l'on effectue. Alors on va le faire d'une certaine manière. C'est important de le faire parce que ces problématiques, on les rencontre également dans notre réalité. Donc c'est tout à fait vrai. Je veux dire, il était évident que on va pas, en tant que développeur, il n'allait pas, comment dire, après toutes les petits conflits idéologiques qui ont pu animer l'industrie du jeu vidéo vers 2015-2016, ils n'allaient pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'une partie de leurs consommateurs potentiels. Donc d'un point de vue purement marketing et d'un point de vue purement commercial, on comprend tout à fait qu'ils décident d'injecter et de mettre des personnages avec un peu plus de couleur, même si le monde est délavé, dans le jeu en question. Je tenais à signaler d'ailleurs que Dishonored est une franchise, hein, et que cette franchise, qui a été au départ développée par Arcade Studio, et qui est développée simplement par eux à l'heure actuelle, même si c'est avec différents moteurs, enfin en tout cas jusqu'en 2016-2017. Le dernier opus, que j'ai pas encore fini d'ailleurs, prend en tant que protagoniste, donc la personne que vous jouez, c'est Billy Lurk. Donc c'est cette femme de couleur qui était une apprentie assassin, on va dire,
une apprentie tueuse sous les ordres de Daoud. Daoud qui était je vais pas spoiler, mais Daoud qui était un autre assassin. Voilà. Si vous n'avez pas joué à Dishonored, je pense que, ainsi que les DLC. D'ailleurs, tiens, en parlant des DLC, alors celui avec Daoud, de toute façon, je crois que c'est les. Non, je crois qu'il y en a 2 avec Daoud. Si ma mémoire est bonne, mais je suis pas certain. Mais par contre, The Witches of Brynmore, j'ai trouvé ce DLC avec les sorcières, j'ai trouvé les intérieurs, mais même en fait les extérieurs, en fait toute l'ambiance qui est finalement créée dans ce DLC, j'ai trouvé ça juste incroyable. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans le repère d'une sorcière, ou d'une reine sorcière, on va dire, qui a de multiples sujets à sa disposition. Et ouais, j'ai trouvé ça, enfin, je veux pas rentrer dans les spécificités de ce DLC en particulier, mais c'est difficile pour moi de ne pas trouver... parce que donc vous avez accès à un château, ce château a certains particularismes, les sorcières ont certains pouvoirs. Vous aussi, vous avez également en tant que protagoniste, en tant que personnage joueur, vous avez bien sûr accès à un certain nombre de pouvoirs, mais donc c'est bien sûr contrebalancé, donc il y a tout un jeu qui est effectué là-dessus, mais au-delà du gameplay, je crois que ça vaudrait la peine, très sincèrement, d'un film ou d'une série, hein, parce que l'ambiance est si particulière que c'est très original dans un sens, quoi. C'est-à-dire, on se retrouve pas dans des aspects de sorcellerie, je dirais du Moyen-Âge, quoi. On se retrouve dans une acceptation de la sorcellerie qui est contemporaine du 18e ou du 19e siècle, en tout cas comme il est présenté dans ce jeu vidéo. Et c'est ça aussi qui rend, je dirais, l'ensemble de la franchise extraordinairement sympathique finalement à explorer. C'est que vous avez ici et là en fait des éléments qui sont très originaux, dont on connaît les inspirations si vous êtes intéressé par la culture populaire en général, et d'ailleurs je vais rentrer dans les détails là-dessus. Vous verrez que, je veux dire, les origines de Dishonored sont relativement aisées à trouver, mais, enfin, relativement, hein, je pense qu'il y en a d'autres auxquelles je n'ai pas eu accès et que je n'ai pas perçu, mais enfin, il y en a quelques-unes qui sont notables. Donc voilà, tout ça pour dire que l'ensemble de l'univers et les personnages s'intègrent extraordinairement bien. Et je veux pas, je peux donner l'impression d'utiliser des superlatifs tout le temps à dessein. En fait, ce qui m'intéresse moi là, à titre personnel, c'est comme je disais dans les premiers podcasts que j'ai développés, c'est de donner une grille de lecture. Mais 2, c'est bien sûr vous donner l'envie, soyons très honnêtes, d'essayer en fait ces univers en question, parce que c'est vraiment ça. Vous allez, comme dans un bouquin, vous allez avoir accès à, bon, certes, l'univers en question est visuel, mais il va vous laisser des impressions par contre. Et c'est ça que j'ai trouvé très pertinent, très fort de la part de cette franchise, de cette série de jeux. Et je veux dire, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont capables de faire ça, hein. Il y en a d'autres, et je vais en parler, et d'autres éditeurs et d'autres développeurs. Mais celui-ci, en tout cas, cette franchise-là, m'a marqué pour l'ensemble de ces aspects. Comme je le soulignais précédemment, je tenais aussi à revenir sur les origines de Dishonored, c'est-à-dire quelles sont les inspirations finalement de cet univers. Je pense qu'au départ, j'avais du mal à trouver finalement quelque chose qui corresponde de manière évidente, et puis je suis tombé sur un mème, donc vous savez, hein, classiquement via internet ou Facebook. Je suis tombé sur un mème en particulier, qui faisait la comparaison entre V pour Vendetta et et l'univers l'univers et le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Enfin, là, je parle pas de 2023, je parle plutôt de 2020-2021, c'est-à-dire à savoir sous le joug et le fait d'être plus ou moins isolés les uns des autres à cause d'un virus. Donc ça, c'est pareil, ça m'a de suite sorti de ma zone de torpeur où je me disais, mais quels sont, enfin sortis, parce qu'il y a d'autres éléments externes dont je vais parler bien sûr, mais au départ je me dis c'est marrant, mais ça ressemble un peu à Dune. Non, en fait, bon, bien sûr, la réflexion est complètement idiote, c'est-à-dire que les éléments féodaux, le fait d'utiliser des dagues et des épées, c'est quelque chose
enfin même si je suis obsédé par Dune, c'est quelque chose de finalement très récurrent dans la civilisation et la création des civilisations humaines. Je veux dire, on trouve ça sur l'ensemble de la planète, donc non, c'est pas ça. Mais V pour Vendetta, là, de suite, ça a commencé par me sembler évident. Alors pourquoi? Vous avez des éléments de comparaison qui peuvent être effectués très rapidement. Le héros est masqué, d'accord? C'est un expert du maniement des dagues, et c'est quelqu'un qui fomente un coup d'État contre un État anglais fasciste qui utilise la peur d'un virus comme une arme de propagande. Donc vous avez trop d'éléments... Là, ça devient très difficile de ne pas voir l'évidence que V pour Vendetta était le point d'origine de base pour la création de Dishonored. Alors, je rappelle tout de même concernant V pour Vendetta, donc, qui a été développé entre 82 et 90 par Alan Moore au scénario et David Lloyd au dessin, et que ça a été adapté en film, donc en 2005, un scénario des Wachowski, et le directeur, le réalisateur, James McTeague, I don't know. Je tenais juste à dire que j'ai lu l'œuvre en question, parce que j'en avais parlé avec un auteur de bande dessinée bordelais, David Prudhomme, un ensemble de personnes qui avaient soit travaillé dans le jeu vidéo, soit été intéressées par le dessin, le scénario et tout ça. Pendant le fait d'avoir pris un verre entre tous ensemble, je crois que... Ou c'était à son atelier à l'époque, je me rappelle qu'il m'avait parlé de cette BD, qu'après coup, ouais, j'ai donc lu la BD en question, donc je pense que j'ai lu ça début 2000 environ, et j'ai regardé le film aussi, et j'ai apprécié les deux. Par contre, j'ai trouvé, je sais qu'il y a des tas de gens qui arrêtent pas de gloser sur V pour Vendetta, je suis pas rentré dedans, voilà. Je suis pas rentré dans la BD, d'ailleurs comme je suis rentré dans le film. Parce que alors là, pour le coup, le film, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé que le parti pris... les Wachowski, quand ils écrivent de bons scénarios, ils font jamais semblant. Quand ils en écrivent des moins bons aussi, mais quand ils en écrivent de bons, et notamment entre le début des années 90 et le milieu des années 2000, je crois qu'ils étaient au fait de leur potentiel et de leur capacité, sans rentrer dans les détails, il n'y a pas besoin. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des éléments de base. Le héros est masqué, le héros manie des dagues de manière experte. Et il y a un virus qui flotte dans l'air et qui embête tout le monde, sauf les politiques a priori, et il y a également bien sûr une volonté d'un coup d'État contre un État qui est fasciste. Alors c'est le point de différence justement par rapport à Dishonored, que Dishonored reprend tous ces éléments, sauf la partie politique, où là, on n'est pas dans le twist. Enfin, on est dans un twist. En fait, il y a une décision qui a été prise à l'inverse. C'est-à-dire, on n'est pas dans un... Je pense que les notions de rébellion et de révolution sont toujours un petit peu délicates à manier, mais ça a pour effet, par contre, d'aller dans le sens inverse, finalement, de celui dans lequel on pouvait se référer avec V pour Vendetta, c'est-à-dire que là, on est dans le maintien. Il y a une rébellion contre l'Empire et contre la reine, pas la reine, pardon, The Empress, l'impératrice, pardon. J'ai joué à ce jeu en anglais, j'ai toujours du mal à faire les distinguos, enfin à me rappeler les termes en français de temps à autre. C'est aussi pour ça que je fais le podcast d'ailleurs, pour ne pas perdre mon français de temps à autre. L'impératrice, il y a donc un complot contre l'impératrice et contre l'Empire. Vous êtes plus ou moins le garde du corps. Là aussi, j'ai regardé une vidéo très intéressante sur YouTube d'une critique de Dishonored, une critique qui dure 3 heures, mine de rien, donc je suppose que les développeurs l'ont regardé aussi. Où la notion d'empire, d'ailleurs, c'est là que je l'ai remarqué en effet, mais c'est pas la seule critique, c'est-à-dire que il y en a d'autres que j'ai trouvé plutôt pertinentes. Mais tout ça pour revenir sur juste un aspect en particulier, c'est qu'il y a une inversion de valeur par rapport à V pour Vendetta, où V pour Vendetta, c'est détruit une autorité fasciste, et dans Dishonored, on est là pour remettre en place les choses dans l'ordre, si je puis dire, l'ordre étant l'ordre impérial. Bien entendu, donc on le fait avec une cabale, il faut aussi être clair, il y a des nobles et des administrateurs, donc dans ce sens-là, l'intrigue est excellente, c'est-à-dire que ça nous permet de voyager à différents endroits de la ville, ça nous permet donc d'agir sur un certain nombre de personnes pour voir de quelle manière on peut les faire changer d'avis, ou on peut influer finalement, ou les manipuler entre guillemets, mais il n'empêche que c'est un total renversement de valeur par rapport à V pour Vendetta, même si les éléments de base sont très semblables. Voilà. C'était important de le noter, même si la monarchie ou
l'impératrice est une impératrice, est une monarque éclairée. D'ailleurs, je pense qu'en effet, on rentre dans la notion d'empire comme un peu comme le Commonwealth, c'est-à-dire la notion de monarchie parlementaire à l'anglaise, avec ce que ça suppose. Alors bien sûr, on est dans un jeu vidéo, donc toute l'organisation politique, on n'y rentre surtout pas. C'est pas le but. Voilà, c'était important de ne pas embêter les gens avec la description d'un système politique complet, alors que ce qu'ils tiennent à faire, c'est à passer du bon temps et à jouer un jeu vidéo, c'est évident. Mais c'est en filigrane, l'inspiration laisse penser que l'organisation politique se calque plus ou moins sur ce qui se passe en Angleterre, ou ce qui se passait en Angleterre, pour être plus précis. Et l'autre élément qui est totalement différent par rapport à V pour Vendetta, c'est l'aspect sorcellerie, magie, et le steampunk, donc, dont je vais parler un petit peu, parce que on ne peut pas passer à côté. Et c'est dans ce sens-là aussi où je pense qu'ils ont fait un mariage entre les éléments de V pour Vendetta et le steampunk. D'ailleurs, s'ils l'ont pitché comme ça, je crois que de suite, ça aurait fait tilt chez pas mal de personnes, en effet, parce que ça a du sens, quoi. Ça a beaucoup de sens. Vous avez un certain nombre de pouvoirs classiques, rationnels, logiques, qui se basent sur la science, et vous avez des éléments de sorcellerie, donc qui permettent qui permettent au personnage finalement d'aller au-delà de la rationalité de l'univers dans lequel on se trouve. Donc c'est ce qui donne encore plus, ce qui donne un niveau supplémentaire de compréhension, et ce qui donne encore plus en fait de profondeur encore à l'univers en question. C'est-à-dire on n'est pas juste dans une rationalité. Donc je dois avouer que c'est pareil. Faire du steampunk, c'est pas du tout évident. Je crois que je l'ai vu essayer dans le jeu vidéo ces 20 dernières années, une fois ou deux, et j'ai peut-être pas encore assez approfondi le sujet en fait pour voir si dans le jeu vidéo. Donc vous avez pour le côté steampunk un certain nombre d'outils à votre disposition qui sortent directement de la panoplie du James Bond du 18e siècle et du 19e siècle, quoi. Donc vous avez pas besoin de rentrer dans les détails, mais vous avez des mines électriques, donc qui créent des arcs électriques que Tesla, en fait, auquel Tesla dirait c'est intéressant ça, et vous avez des mines avec des barbelés sauteurs. Ça c'était très très original, hein. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à celle-ci. Hein. Comme dans V pour Vendetta, vous avez un casque qui vous permet de passer incognito, mais également qui a un certain nombre d'attributs, de propriétés, donc qui vous permet de viser des adversaires à distance, plus ou moins longue. Associé à ce casque, vous avez accès à une arme à feu, mais vous avez aussi accès à une arbalète qui tire un certain nombre de dards empoisonnés ou mortels d'ailleurs. Et pour il y a aussi un aspect très bien pensé, c'est ok, tous ces gadgets, toute cette science, elle a besoin d'énergie. Donc on va pas utiliser le pétrole, on va utiliser autre chose. Et d'ailleurs ça fait partie de la construction et l'élaboration de cet univers, c'est-à-dire que les baleines sont chassées pour la graisse, pour leur graisse, et c'est la graisse de baleine qui sert de carburant pour alimenter l'ensemble des moteurs et l'ensemble des systèmes électriques qui se trouvent. Alors le lien peut sembler comme étant un peu ténu, comme un peu... mais je veux dire, c'est très très intéressant en fait d'avoir pensé à ça, parce que le fait qu'il y ait des baleiniers partout, forcément, devient totalement justifié. Donc ça aussi, je veux dire, cette espèce d'attention sur les détails de l'univers et de la cohérence de l'univers m'ont passablement troublé pour un jeu vidéo, parce que on n'est pas toujours habitué à ça. Et de voir qu'il y a autant d'attention qui est mise en place pour ça, je suis admiratif du travail effectué, en effet. Donc, l'huile de baleine, comme je disais, des gadgets bizarres qui expliquent le côté très rationnel et scientifique steampunk. Donc le steampunk étant une sorte de rétrofuturisme, hein, du type, et si au 19e ou au 18e on avait eu accès à certaines sciences et technologies. Donc tout ça, ça passe très bien comme une lettre à la poste. Et la dimension supplémentaire, c'est pour les développeurs d'Arkane, ça a été d'ajouter des pouvoirs surnaturels aux personnages joueurs, donc qui font partie intégrante justement de la narration. C'est-à-dire, ça vous permet bien sûr d'avoir accès à l'ensemble des niveaux de manière plus ou moins, on va dire de manière plus ou moins étoffée, c'est-à-dire vous pouvez aller un peu plus haut si vous utilisez tel pouvoir, vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez prendre la place de quelqu'un, enfin vous avez tout un tas c'est une collection de gadgets, on va pas dire de gadgets, mais en fait d'éléments fantastiques qui sont justifiés par la mythologie religieuse d'ailleurs, puisqu'il y a des aspects religieux qui sont beaucoup plus développés, j'ai trouvé, dans le deuxième.
Maintenant, j'ai peut-être tort, hein, parce qu'il y a énormément de littérature dans Dishonored 1 et 2, et le troisième aussi, il y a énormément de bouquins. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y en a trop. En fait, pour ma part, là aussi, un défaut, c'est qu'il y ait moins de choses à lire, au-delà des éléments qui permettent de trouver un code, etc. Mais ce qui aurait été bien, c'est d'avoir moins de choses à lire et plus de pertinence. Parce que le problème d'avoir trop de choses à lire, c'est que ça se dilue, en fait. Ça dilue les points de repère que l'on peut avoir sur l'univers. Moi, c'est un avis purement personnel, hein. Tout le monde n'est pas obligé de le partager, mais c'est-à-dire que j'apprécie beaucoup la lecture, comme ce podcast, je pense, en donnera l'impression, mais qui m'importe surtout quand je lis, quoi. Je lis un bouquin, donc je me plonge dedans, et voilà. Je veux dire, je rentre pas dans un jeu vidéo pour lire, quoi. Je rentre dans un jeu vidéo pour jouer à un jeu vidéo, donc pour expérimenter un gameplay, expérimenter une ambiance particulière, ou des ambiances particulières. Donc parfois, le mélange des deux, je sais que c'est très... ça fait partie d'un référentiel... de ce type de jeu qui date de System Shock, et je l'ai vu dans d'autres jeux aussi, autres que System Shock, mais comment dire, quand c'est trop prononcé, ça dilue le propos, c'est un peu le problème que j'ai avec je vais pas faire trop de philosophie, mais ce qu'on appelle le lore. Je n'aime pas ce mot. D'abord, je le trouve pas très élégant, premier point, c'est avis purement personnel, encore une fois, tout le monde ne va pas le partager, mais je n'aime pas ce mot, et ça a une certaine tendance à, comment dire, à diminuer la qualité de ce que j'appellerais la création d'univers. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un bloc de connaissances qu'on vous balançait dans les dents, et vous l'ingurgitez, vous le digérez ou pas. Alors que je pense que c'est exactement l'inverse qui doit être effectué, soit par des auteurs, soit par des scénaristes de films. C'est que s'il y a du lore, ou s'il y a des éléments et des détails dans la création de l'univers qui doivent être appréhendés, ils doivent être amenés de manière suffisamment digeste et je pense que c'est tout à fait valable dans le jeu vidéo, par les auteurs, quels qu'ils soient, pour faire en sorte que l'absorption, en fait, de connaissances soit presque inconsciente. C'est un avis purement personnel, hein, encore une fois. Je dis pas que c'est faisable tout le temps, je dis pas que c'est facile à faire, mais je dis juste que, je veux dire, excusez-moi le terme, mais dumper un ensemble de connaissances. S'il y a 3-4 bouquins ou 10 bouquins, ça va, mais le problème, c'est que, je veux dire, le nombre d'éléments textuels qui sont gérés dans Dishonored 1 et 2 est juste incroyablement élevé. Moi, j'ai personnellement, d'un point de vue de joueur en tout cas, pas envie de passer mon temps à lire dans un jeu vidéo, sauf si c'est un jeu textuel dès le départ, et c'est amené dès le départ de cette manière-là. Mais c'est pas le cas on peut pas tout être. C'est ça que, voilà. On peut pas être un jeu d'aventure-action avec du gameplay d'invisibilité, donc de une jouabilité où on joue plus ou moins les montants en l'air et les hommes invisibles. On peut pas peut pas avoir ce type de jeu et en plus d'avoir une perception de l'univers livresque. Je veux dire, ça vous met dans deux états. Enfin, moi en tout cas, ça me met dans deux états mentaux totalement différents. Ce qui fait que il faut que je choisisse l'un ou l'autre. Donc voilà, je tenais juste à l'indiquer, si tant est que les développeurs aient accès à ce podcast. Mais par contre, ouais, tout le côté surnaturel, tout le côté steampunk se marie extraordinairement bien, en effet, à cet univers et à ce jeu vidéo, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça... Et puis cette espèce, encore une fois, de mélange, de syncrétisme, où vous avez différents types de sorcellerie, donc avec des éléments occidentaux, avec des éléments graphiques, avec des éléments vaudou, donc vous n'en êtes pas à faire des petites poupées, mais presque, hein, vous sculptez des os de baleine et vous y rajoutez des éléments supplémentaires, jusqu'à d'ailleurs l'adoration d'une forme de déité qui est hors de ce monde et auquel vous avez accès parce que vous êtes marqué par cet individu. D'ailleurs, je voulais indiquer aussi que ça m'a fait, en termes d'origine, donc j'ai parlé de V pour Vendetta, mais il y a un autre bouquin qui est sorti quasiment en même temps que Dishonored, et toujours encore un bouquin de Banks, Iain Banks, je crois que c'est comme ça, Iain M. Banks, c'est très difficile à prononcer, autant c'est sympa à lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent comme ça, mais c'est très difficile à prononcer. Le bouquin s'appelle Transition. Alors c'est un bouquin que j'ai pas fini, parce que ça partait dans tous les sens, et je dois avouer que
Euh, c'est un des rares que j'ai pas fini. Je pense que je le reprendrai parce que j'adore tout ce qu'il a écrit de toute façon. Même si j'ai pas commencé à lire tous les bouquins de littérature générale qu'il a pu écrire. Mes transitions, je crois que j'en suis. J'ai dû en lire la moitié, et ça correspond exactement à un certain nombre de pouvoirs dans Dishonored, c'est-à-dire vous pouvez vous téléporter d'un endroit à l'endroit B, il y a des assassins comme ça qui viennent s'occuper de personnes, on ne sait pas trop pourquoi. L'ambiance est également pareille, c'est très 18-19e siècle. Et vous avez une entité nébuleuse, j'ai pensé, vous savez, à Illuminati, Big Corporation, des choses comme ça, hein, donc qui essayent d'avoir un contrôle sur l'ensemble du monde et des protagonistes. Voilà, j'ai trouvé que, en fait, les deux éléments supplémentaires par rapport à V pour Vendetta, qui sont le renversement de valeur donc on passe d'une rébellion à on essaye de maintenir l'ordre. Faut quand même le souligner, c'est quand même clairement et précisément ça dont parle Dishonored, et la différence par rapport à V pour Vendetta, et le fait qu'on ajoute des éléments de sorcellerie, un peu vaudou, de mysticisme occidental. Donc je pense que, les Templiers, la maçonnerie, tout ça sont pas très loin non plus. Il y a des tas de plus ou moins, pas de jeu direct en tout cas, mais d'éléments en fait qui sont apportés par rapport à ces choses-là. Et le fait d'arriver à mélanger de manière, encore une fois, j'utilise encore une fois ce mot, homogène, ces éléments, c'est assez remarquable parce que c'est pas très évident dans la création d'un monde en particulier et de ces personnages, parce que ces personnages vont devoir, vous allez être confronté à ces personnages en tant que joueur, vous allez vivre avec eux, vous allez vous battre contre eux, et tout ça paraît très détaillé, très réaliste. Et si je devais faire une comparaison avec Dune, si tant est qu'il y en ait une à faire, c'est justement le niveau de détail. J'ai trouvé le niveau de détail visuel, en tout cas dans l'approche, dans l'esthétique, dans la recherche visuelle, dans les éléments de détail qui sont amenés dans chaque niveau, chaque pièce, chaque extérieur. Trouver ça. J'ai envie d'employer un superlatif, donc je vais éviter, mais je pense que les auditeurs qui écouteront ce podcast auront compris que c'est d'une très très grande qualité. Et il faut quand même le noter, même si Arkane Studio Lyon a travaillé, je crois que c'est l'essentiel, c'est Arkane Studio Lyon pour Dishonored, le premier et le deuxième, et le troisième opus avec Billy Lurk, en travaillant aussi avec, ils ont un studio au Texas, Arkane Texas, donc ils appartiennent maintenant à Bethesda, si je me souviens bien, et Bethesda appartient à Microsoft. Mais le jeu a pour une bonne partie, en tout cas, une bonne partie a été fait en France. Donc je tenais à le signaler, parce que des univers aussi denses développés en France, c'est quand même très notable, il faut le noter, il faut le dire, sans faire dans le cocorico, c'est même pas ça, mais avoir l'occasion, je n'hésiterai pas à dire que je suis très jaloux, en effet, des gens qui ont eu l'opportunité de développer cet univers en question, parce que j'aurais bien sûr adoré participer, c'est évident, à quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est un grand bravo en fait à toute l'équipe, que ce soit donc à Lyon, que ce soit au Texas et que ce soit ailleurs éventuellement. Je pense que toute personne qui cherche à jouer à un jeu intelligent, pas simple, là pour le coup c'est un jeu qui est relativement complexe, à un jeu intelligent, un jeu avec une certaine densité, un jeu avec une certaine profondeur, même s'il y a, bien sûr, il y a quelques défauts. Il n'y a pas, je veux dire, le jeu parfait, le film parfait, le bouquin parfait, ça n'existe pas. Et si vous cherchez un certain niveau de complexité, je peux vous garantir juste une chose, en tout cas, c'est que vous ne serez pas déçus par l'expérience. Voilà, je vous souhaite, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer, en tout cas, ce jeu en particulier, cette série de jeux particulière, et je vous dis au prochain numéro. À très bientôt.